¿Edad? 12 años. ¿Cuál sería tu sueño como profesional? Ganar Roland Garros y Wimbledon. Croyez en vos rêves, voilà le message qu'on voulait vous faire passer dans Retour gagnant, notre émission tennis, votre rendez-vous du mardi. Et il est signé Carlos Alcaraz, ce beau message. Bah oui, à 12 ans, il rêvait de remporter Roland Garros, c'est fait. À 21 ans, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. On a eu pire. Le problème, c'est qu'il a atteint ses objectifs, là, donc force en créateur. En plus, il a gagné l'US Open en plus. Donc, Ouais, il va vite s'en il trouver peut arrêter d'autres. en fait. il peut arrêter. Il peut arrêter. Sur le cours aujourd'hui, vous les avez entendus, Bertrand Millard et Maxime Battistella, qui ont élu domicile pendant 15 jours porte d'Auteuil. Ça va, pas trop nostalgique? C'est fini? Ouais, le bureau 284, 285, il nous manque un peu quand même. C'était un peu dur quand on est sorti vers 1h du matin. Il n'y a plus personne. Ouais. Un vieux journaliste. C'est ces moments-là, les Ça meilleurs. passe vite. Mais... Ça passe vite, mais on va revenir dessus puisqu'on vous propose une spéciale Roland-Garros aujourd'hui. On va débriefer bien sûr les victoires d'Iga Swiatek et de Carlos Alcaraz et la manière avec laquelle ils sont allés les chercher. Et puis on s'interrogera sur la nouvelle ère post-Big Free qui a peut-être commencé dans ce Roland-Garros en Grand Chelem en particulier. Et on se demandera si cette nouvelle ère sera plus intéressante que la précédente, sera plus passionnante dans le jeu et dans les duels à venir. Mais avant ça, on va démarrer, vous en avez l'habitude, par la minute hors cours, les coulisses du circuit. En avant-première, les images du nouveau numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Le premier également pour Mira Andreeva, 17 ans. Regardez, elle n'en revenait pas d'être téléportée à Londres dans le studio d'Eurosport avec Barbara Schett. Wow. Did you see that? Yes. Éliminée de Roland Garros, Elina Svitolina travaille son français avec Gaël Monfils, qui est un professeur impitoyable. Non. C'est pas très sympa de se moquer, Jasmine Paolini, du niveau de français de Svitolina. Gênée par des gros maux de ventre lors de son quart de finale contre Mira Andreeva, Aryna Sabalenka va beaucoup mieux, regardez. Si elle est... On l'avait quitté en pleurs après sa défaite en demi contre Swiatek. Coco Gauff a retrouvé le sourire. Après son titre en doublé, elle danse, regardez. Que hier. Putain. Elle maîtrise les gros mots en revanche, Elina Svitolina. Mais est-ce que Gaël maîtrise bien l'ukrainien? Ça va aussi dans l'autre sens. Ah bah on aimerait bien voir la vidéo la prochaine fois. Les coulisses du circuit tous les mardis dans Retour gagnant. On est dans une émission spéciale Roland-Garros. On va revenir sur les titres d'Iga Swiatek et de Carlos Alcaraz. Honneur aux dames. La Polonaise qui a remporté son 4e Roland-Garros. On va, avant de revenir sur ce Roland-Garros d'Iga Swiatek, faire un petit point sur les stats de ce Roland-Garros. Ce sont les stats proposés par Constance du compte Jeux 7 et Maths.
Alors en battant Jasmine Paolini en finale sur le score de 6-2, 6-1, Iga Swiatek a écrasé la deuxième semaine en particulier de Roland Garros pour remporter son 4e titre porte d'Auteuil, le 3e consécutif. C'était attendu, elle était la favorite, elle a répondu plus que présente. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la façon dont elle est allée chercher ce titre? Bertrand, peut-être pour commencer la polonaise. Elle nous fait penser un peu à Nadal au féminin, quoi. C'est-à-dire que sur terre battue, il n'y a pas de concurrence. Il y en avait eu un peu dans les tournois de préparation, même si elle les a gagnés, parce que voilà, elle a eu ses adversaires qu'elle a dû jouer en finale, mais là, c'était pas le cas. Et je dirais qu'elle fait penser. Alors, il y a Nadal et aussi un peu à un Djokovic lorsqu'il rentrait tête de série numéro 1, je sais pas, en 2011, en 2015 dans un tournoi du Grand Chelem. Dès le début du tournoi, on se dit mais personne ne va la battre et elle répond présent. C'est ça qui est difficile, effectivement, c'est de se dire on est très favori. Les garçons, les fameux Big 3, ils ont souvent répondu, on pensait que c'était facile, en fait c'est très difficile quand on est quasiment obligé de gagner et qu'on gagne. Elle, voilà, Roland Garros, personne ne voyait une autre vainqueur qu'elle et elle a gagné. Donc c'est dire la force mentale qu'elle a, aussi la différence importante quand même en termes de niveau de jeu sur cette surface par rapport à ses concurrentes. Juste, en fait, ça s'est un peu resserré avec Sabalenka, Rybakina et Gauff sur d'autres surfaces plus rapides, mais sur terre battue, il y a quand même un monde. Et en plus, comme ses adversaires directs ont été battus avant, ça a été vraiment une promenade de santé, sauf évidemment, Maxime veut nous en parler, au deuxième tour face à Osaka. C'est là que finalement s'est joué le tournoi. Oui, c'est là que s'est joué le tournoi. Osaka aurait dû gagner ce match. Moi, je pense qu'elle aurait dû gagner ce match. Elle était meilleure. À 2 points de remporter ce match. Elle a eu une balle de match. Elle a une balle de match que Swiatek a courageusement sauvée parce que son retour de revers croisé était très agressif. Elle est allée chercher le point. Donc ça, on ne peut pas lui retirer. Mais sur le match en lui-même, Osaka avait frappé plus de 50 coups gagnants. Elle était sur la défensive, Swiatek, et on sentait une crainte. On sentait qu'elle savait qu'il y avait danger en face, que c'était une championne. 2 quadruples vainqueurs de Grand Chelem au deuxième tour, c'est une rareté absolue. Constance avait d'ailleurs sorti une stat, il me semble, ça c'était du jamais vu depuis des décennies. Je ne sais plus exactement l'année, mais en tout cas, c'était normal qu'elle ait une toute petite crainte, on va dire, Swiatek, et ça s'est vérifié. Et moi, c'est plutôt mon coup de cœur du tournoi, justement, c'est ce niveau d'Osaka. On ne s'attendait pas à ce niveau de jeu sur terre battue. Non, c'est vrai. En plus, Osaka n'a pas trop fait parler d'elle encore depuis son retour à la compétition, depuis sa maternité. Donc oui, on ne s'attendait pas forcément à ce combat-là. Qu'il y ait un match, oui, mais qu'il y ait ce combat-là et cette possibilité d'Osaka de gagner, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Et Swiatek rentre donc dans la liste qui est quand même relativement importante, pas tant des joueurs et joueuses ayant gagné un Grand Chelem en ayant sauvé au moins une balle de match. Et elle a coché d'autres cases pendant ce Roland Garros, donc elle fait un triplé. C'est la 3e joueuse seulement à remporter 3 fois de suite Roland Garros. On va voir la stat qui s'affiche avec Monica Seles et Justine Henin. Donc elle rejoint le club très fermé de ces championnes-là. Pas la meilleure coupe de cheveux de Monica Seles. Pas forcément hyper bien mise en valeur. C'est son 4e Roland Garros à 23 ans et 9 jours. Elle est la plus jeune joueuse de l'Air Open à atteindre les 4 titres porte d'Auteuil. On se dit qu'avec ce genre de performance à seulement 23 ans, elle va peut-être nous faire 14. Une carrière à la Nadal. Alors peut-être pas 14, mais c'est quand même phénoménal à cet âge-là. Notre collègue et éminent collègue Laurent Verne disait quelque chose de très pertinent sur ces projections dans l'avenir. C'est que pour faire comme Nadal, il faut non seulement avoir le type de domination de Swiatek sur les autres, mais tenir dans le temps, avoir la motivation, avoir le physique sur 15 ans. C'est pour l'instant bien prématuré, évidemment, d'y penser. Par contre, je pense que le record féminin détenu par Chris Evert, 7 titres, est en danger. Celui-là, en tout cas, il est atteignable. Il est atteignable. Celui de Nadal, on verra plus tard. Mais je pense que ça ne sera jamais atteint. Mais une petite tristesse quand même quand on voit ce tableau, parce que Monica Seles, ce n'est pas de façon naturelle qu'elle a vu cette série stoppée. Elle aurait pu en gagner, je pense, beaucoup plus. On sait tous qu'elle a été agressée, coup de couteau, etc. Et qu'elle a quand même réussi à regagner en Grand Chelem après, ce qui est fabuleux. Mais c'est une des histoires les plus tristes dans l'histoire du tennis, parce que Monica Seles,
Je pense qu'elle était partie pour une domination incroyable. Elle était passée au-dessus de Steffi Graf. Donc, on ne saura jamais. Mais c'était vraiment quelque chose de terrible. C'est pour ça qu'il faut rester prudent quand on dit jusqu'où peuvent-ils aller ces joueurs et ces joueuses. En tout cas, Osaka a vraiment fait exception parce que ensuite, Swiatek a lâché 3 jeux en finale, donc 6-2, 6-1. Elle a perdu que 17 jeux au total en 5 matchs. C'est le même total cumulé lors de son deuxième tour, donc face à la japonaise. C'est la seule qui aura été en mesure de la battre. Alors, on aurait aimé peut-être voir une finale face à Aryna Sabalenka. C'était ce qui était peut-être attendu. Moi, je pense que la finale la plus indécise qu'il y aurait pu y avoir, c'était contre Rybakina. Parce qu'elle avait peur, enfin, à mon avis, elle la craint. Je ne sais pas si elle a peur, mais en tout cas, elle la craint un peu. Les confrontations ne vont pas dans son sens, et y compris sur terre battue. Si on avait eu cette finale, mais avec des si, oui, c'est toujours pareil. Rybakina, c'est une joueuse fantastique, mais en Grand Chelem, depuis son titre à Wimbledon, elle a quand même du mal à confirmer. Elle a eu cette finale en Australie, en effet, mais elle a beaucoup de pépins de santé, beaucoup de soucis à ce niveau-là. Elle a expliqué que dans son quart de finale contre Paolini, où donc elle a finalement perdu, elle avait fait 48 fautes directes. Elle avait dit qu'elle avait plus de jambes. Pourquoi ? Parce qu'avant le tournoi, elle avait eu un gros virus qui l'avait empêché de jouer Rome. Elle est souvent malade. Elle est souvent malade. Elle est souvent malade et donc ça, Swiatek, elle n'en est pas responsable. Elles n'étaient pas là, Sabalenka et Rybakina. Elles étaient en quart de finale. Elles sont tombées toutes les deux, l'une pour cause de maladie, l'autre parce qu'elle n'avait plus les jambes à cause d'une maladie précédente. Voilà. Sabalenka, c'est dommage parce qu'effectivement, c'est vraiment un coup du sort. Malade le jour du match. Bien malade. Donc, je pense que sinon, elle se hissait en finale et qu'on avait la finale finalement de rêve. Pour moi, je pense que la finale de rêve, c'était Swiatek-Sabalenka. Aussi parce qu'il s'est remis à faire beau quand même un peu plus en deuxième semaine. Et le jour de la finale, il faisait beau. Donc, on avait une terre battue plus rapide. Et une Sabalenka, avec la force de frappe qu'elle a, la puissance qu'elle a et une terre battue rapide, c'est quelque chose qui pouvait quand même contrarier Swiatek, qui n'aime pas trop être sur le reculoir et qui aurait pu être agressé derrière sa seconde balle, qui aurait été bien sûr en difficulté aussi au niveau du retour face à l'énorme service de la Biélorusse. Donc c'est dommage, il y aurait eu match, certainement. Peut-être que la Polonaise aurait gagné, mais il y aurait eu match. Là, avant la finale, je pense que, bon, on parlait avec Maxime en sortant vers donc 1h30 du matin de Roland-Garros dimanche soir, des finales de Nadal qui étaient à sens unique. En revenant sur celle de Swiatek, il y avait eu le fameux Nadal-Ferrer en 2013 où on dit toujours un match n'est jamais joué d'avance, mais là, si, c'était joué d'avance en fait. Et là, c'était un peu pareil, Swiatek-Paolini, il y a eu 3 jeux. Il y a eu 3 jeux dans cette finale et le reste. Les 3 premiers. Voilà, elle a tenu jusqu'à 2-2. Et... C'était la première à breaker, ironiquement, Paolini. Elle a pris le service de Swiatek et puis c'était fini après. Elle s'est fâchée hier. Elle s'est fâchée et elle risque de continuer à se fâcher un petit moment sur terre battue. Il va falloir enchaîner pour elle maintenant sur une surface qui est la plus difficile pour elle, le gazon, sur laquelle elle n'y arrive pas. Et là, ça, c'est un vrai objectif de carrière, notamment réussir ce fameux doublé Roland-Garros-Wimbledon qui est le plus difficile à faire puisque ces 2 grands chelems se concentrent sur une durée très courte. On va écouter l'analyse de notre consultant Alex Correggia sur ce titre de la Polonaise et sur la marge de progression peut-être qu'elle peut encore avoir et sur jusqu'où elle peut peut-être aller. Pour moi, elle est aussi forte parce que mentalement, c'est très dur, très fort. Ils mettent beaucoup d'intensité sur le jeu, sur son jambe depuis les premiers points du match. Et il est très consistant. Et c'est difficile de voir un joueur qu'il peut jouer dès le début du match jusqu'à la fin comme ça. Même sur terre, il fait la variation aussi avec son coup droit, avec un peu plus haut, un peu plus bas et la vitesse de sa arrivée. Il met la pression aussi dans les services et dans les retours. Et son jeu de jambes, c'est incroyable parce que sa vitesse sur le court, c'est magnifique et c'est tellement difficile de gagner point contre elle. Et aussi, elle trouvait la solution pour jouer aussi agressif. Iga, maintenant, il a beaucoup progressé son deuxième service. C'était tellement important pour elle. Et aussi, son coup droit, il est un peu plus agressif. Il a un peu plus de temps pour préparer. Et je pense que maintenant, il domine un peu plus. Avant, peut-être, il était un peu plus défensif. Mais maintenant, il joue un jeu très agressif, très défensif. Et c'est difficile de gagner des points. Mais en même temps, quand il a la chance, il va jouer les coups gagnants. Alors ça veut dire que même sur le gazon ou sur court rapide, il va être cette année encore plus dangereux. Je crois qu'il peut gagner encore un autre chelem cette année. Alors, est-ce qu'elle peut gagner Wimbledon ?
Avec les progrès oui, qu'elle a mis dans son jeu. Ça va être difficile quand même parce que le gazon, c'est une surface qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on appréhende ou pas. Alors il y a des joueurs qui ont essayé toute leur carrière, comme Lendl par exemple à une époque, qui n'a jamais réussi malgré des finales. Il y a des joueurs qui n'y arrivent pas sur cette surface, donc, ou des joueuses. Donc elle a quand même ses deux rivales, Rybakina et Sabalenka, qui sont très, très fortes sur cette surface, qui ont les armes aussi. Donc je pense que c'est évidemment son challenge le plus important. À l'US Open, elle peut évidemment gagner, elle l'a déjà prouvé. Mais Wimbledon, en plus avec l'enchaînement, quoi, je pense qu'il y a cette difficulté déjà de la surface, du changement de surface qu'elle n'aime pas, et puis de l'enchaînement, en peu de temps. Ouais. Oui, je pense qu'elle a un problème aussi technique sur gazon, c'est ses grandes préparations, notamment en coup droit. La balle fuse un peu plus sur gazon, encore heureux, même si le gazon a été modifié depuis 2 décennies maintenant. Mais voilà, je pense que techniquement, c'est une surface qui lui plaît beaucoup moins, elle a beaucoup moins le temps de s'organiser. Et j'ai envie de dire que ça ne dépend pas d'elle sur gazon. C'est ça. Autant sur terre, tout dépend d'elle. Autant sur gazon, si Rybakina et Sabalenka sont au top, elles sont favorites. Ah oui, oui. Elles sont largement favorites. Après, juste aussi par rapport à Iga Swiatek, il y a quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est le fait qu'elle exprime assez peu, et notamment, j'ai été un peu surpris que pour la cérémonie de remise des trophées, elle n'enlève pas la casquette. Je trouve que c'est un peu dommage, on ne voit pas son visage. Ça la masque beaucoup. Oui, elle est cachée sous sa casquette. Ça va avec le personnage un peu Ça va avec le personnage, introverti. mais c'est dommage. Voilà, il y a encore ce côté un peu, je me cache et je reste dans ma bulle tout le temps, quoi. Exactement. Ouais, peut-être qu'elle lâche un peu. Mais c'est peut-être ce qui lui permet aussi d'être aussi ça fait concentrée partie, et d'être injouable comme elle l'a été en seconde semaine. Elle est dans sa bulle. Exactement. En fait, elle ressemble à Nadal dans sa domination sur terre, mais elle ressemble aussi à Nadal dans son caractère, dans sa façon d'approcher l'événement. C'est vrai qu'il y a un vrai parallèle avec Nadal dans cette humilité aussi, et dans ce fait de se dire que rien n'est fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que comme Nadal, il y a autant de scores très très secs, et également sur dur, toute la saison là, le nombre de 6-0, 6-1. Elle ne lâche pas un point. Elle ne lâche pas un point. Le vélo compresseur, on a vu la stat sur les 3-7 les 3-6-0 infligés de façon consécutive, ça fait mal à l'adversaire. Son pendant masculin, Carlos Alcaraz, qui a remporté donc le tournoi chez les messieurs, lui a nettement moins dominé pour aller chercher ce Roland-Garros. Son 3e titre du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes, donc après l'US Open 2022, Wimbledon 2023 et donc Roland-Garros 2024. À 21 ans et en l'espace de moins de 2 ans, il compte 3 titres majeurs à son palmarès. C'est phénoménal. Sur 3 surfaces différentes, si tôt dans une carrière, c'est du jamais vu. Ça s'était jamais fait. Voilà, donc on sort d'une période, un Big 3 qui ont gagné 66 grands chelems avec 3, et on a dit ils ont battu tous les records ne seront plus battus. Déjà, on a un garçon là qui vient dans un record de précocité en gagnant sur les 3 surfaces en grand chelem à 21 ans. Et en pouvant éventuellement, encore à 21 ans, avoir gagné les 4 tournois du grand chelem s'il s'impose en Australie, c'est une fiction, mais il aurait encore 21 ans. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en plus, en gagnant Roland-Garros sur sa moins bonne surface, parce que même s'il est espagnol, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, mais clairement, la terre battue, c'est sa moins bonne surface. De même que Sinner, d'ailleurs, le nouveau numéro 1. Et il gagne quand même. Et en plus, en n'étant pas à 100%, on a bien senti quand même que le bras, c'était peut-être pas encore complètement revenu. Ça fusait pas aussi bien côté coup droit. Voilà. Et aussi qu'il a souffert nerveusement sur ce tournoi, comme l'année dernière, où il avait dû céder face à Djokovic en raison de crampes de stress, qu'il avait pris dans le 2e set, donc très très tôt. Il a gagné sans survoler ce tournoi. Il a été pas forcément encore à son meilleur niveau, et je pense que c'est très important pour la suite parce qu'il s'est prouvé, on était en conférence de presse avec Maxime après sa victoire, il s'est prouvé aussi qu'il pouvait gagner sans jouer forcément son meilleur tennis, gagner un grand chelem sans jouer son meilleur tennis. Et son plus beau tennis aussi, on sait que ça lui tient à cœur. Ouais, l'esthétisme aussi de son jeu. Et là, il a appris à aller chercher peut-être tactiquement d'autres solutions. Mentalement, c'est ce dont il a parlé le plus. Ouais, il a insisté sur ça, à la fois en anglais et surtout en espagnol pour nos confrères. Ouais, Heureusement, tu es bilingue. Ouais. Il me reste des cours de lycée. Il n'est pas trop dur à comprendre. Mais il est assez clair dans ce qu'il dit. Et ce qui m'a assez étonné, frappé, c'est cette manière de toujours rester dans son match malgré tout, alors qu'il était très très malmené, que ce soit contre Sinner
où pour le coup, c'est lui qui perd le 3e set plus qu'autre chose parce que justement il se stresse comme tu le disais. Il l'a dit lui-même, hein. Ouais. Camp de stress. Mais surtout contre Zverev, nous qui regardions ça de tribune de presse, l'impression de domination en fond de cours de Zverev était assez forte sur les 2e et 3e sets. Et lui semblait complètement Et perdu. il semblait complètement Sans perdu. solution. Et en Dominé, fait, ouais. il reste dans son match, il reste et il trouve des solutions. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce qu'il a dit en espagnol, c'est qu'il n'était pas frustré d'avoir été débreaké dans le 3e alors qu'il menait 5-3, qu'il servait pour mener 2-1. Pourquoi il n'était pas frustré? Parce qu'il sentait lui-même que ce score ne représentait pas la réalité de ce qui se passait sur le terrain, sur le court. Que Zverev Tout à fait, c'est était vrai. supérieur, Oui, il était supérieur, et que C'était s'il un est- hold-up. C'était un petit hold-up le 3e et que set. si- Mené de 7 à et 1, que s'il était à 5-3 sur son service, c'était une aubaine, mais que si finalement il ne remportait pas ce set sur ce service-là, eh ben c'était un peu normal en fait. Moi, c'est la finale. J'appelle ça la finale de la peur. J'ai senti 2 joueurs tendus, stressés de A à Z, tout le temps. Sauf que Alcaraz, comme contre Sinner, s'est libéré au 5e, a joué beaucoup mieux au 5e. Il a joué Alors très que très bien au Zverev 5e. s'est complètement liquéfié, lui, à partir du 4e. Et Là, surtout il y a le du- scénario et qui surtout se refait dans le dans 5e. sa tête, peut-être de Bah, sa ça, première c'est finale de sûrement. carrière. c'est un problème qu'il va devoir régler. Hein. Sûrement. La question était de se dire, il a progressé, il a gagné Rome, après la blessure qu'il a eue, donc il est revenu, peut-être qu'il a une nouvelle maturité, peut-être que la 2e chance, il va la saisir mieux que celle de l'US Open. Eh bien non, on a eu le même qu'à l'US Open, et on a eu, je dirais, même presque le même genre de finale. C'est-à-dire que c'était une finale très bizarre. Décousu. Illisible, ce qu'on disait Ouais. avec Maxime, on était à côté pendant la finale, assez illisible. On sentait pas les changements de tendance en fait. On savait juste que on les Zverev voyait. était au-dessus Voilà. en termes de jeu. Mais on Mais sentait pas à les partir du changements. 4e, il a été totalement rattrapé par ses démons. En coup droit, une catastrophe dans les 2 derniers sets pour l'Allemand. Et Alcaraz, lui, justement, a su être plus fort mentalement, c'est ce qu'il a dit finalement. Et rappelons une petite stat qui n'a pas dû échapper à Constance. Il en est maintenant à 11 sur 12 Ouais, sur les 5e exactement, sets. j'allais vous la donner. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et notamment, 2 fois en finale de Grand Chelem. dont 11 une contre victoires sur Djokovic. 12 et 2 fois avec le titre à la clé. C'est hallucinant. L'an dernier, c'est encore plus hallucinant parce que c'est Djokovic en face qui Dans prend son 6-1. jardin. Il prend 6-1 dans le premier et dans son jardin. Donc là, c'était absolument extraordinaire. Et en plus, il avait fallu aller gagner le dernier jeu 5-4. Il n'y avait qu'un break, etc. Bon, là, c'était plus simple. Il avait 2 breaks d'avance. Et puis le scénario du dernier Mais, jeu, il rate son amorti, et puis il ouais. retourne, il refait une Oui, non, amorti. mais Enfin, c'était dingue. C'est dingue. Et là, voilà, il a totalement dominé la fin de match sur le plan mental Ouais. face à Zverev. Et c'est important. Gagner un grand chelem en jouant pas son meilleur tennis, ça va lui prouver qu'il peut le faire et ça va probablement le libérer encore plus pour la suite. Alors, ce qui est fort, c'est qu'en plus, Carlos Alcaraz, ça fait un moment qu'on le voit venir. Très jeune, on l'avait annoncé, le successeur de Nadal, celui qui va enfin mettre fin peut-être à la domination du Big Three, avant même les Zverev, les Medvedev de la génération d'au-dessus. Et ce qui est fort, c'est quand même qu'il, malgré cet héritage-là, qui est lourd, on l'attend, et ben, il répond présent, même si précocité ne veut pas dire longévité, hein, bien sûr. Maintenant, c'est ça qui va... C'est un joueur qui apprend très vite de ses erreurs. Il a eu des doutes. Il est comme tout le monde hein, à ce niveau-là, Carlos Alcaraz. Enfin, il est comme tout le monde. C'est un champion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a lui aussi des phases dans sa carrière où il n'est pas aussi brillant, rayonnant qu'il l'a été. Et notamment en début d'année, et en fin d'année 2023 et début d'année 2024, à l'Open d'Australie, il était pas très bon. Il s'est d'ailleurs fait punir par Zverev. Ouais, dominé largement. C'était une punition. Le problème, c'est qu'il n'a pas pu jouer sur terre battue. Il a eu cette blessure. C'est ça le gros problème, c'est le l'avant-bras. physique. Il arrive à Roland-Garros, il n'a pas de match derrière lui, et ben il s'envoie le tournoi. Quoi. Ouais, mais c'est les premiers tours qui ont servi de Bien préparation sûr. finalement parce que. Ouais, mais ça, c'est facile mais à dire. Ça, à Facile partir à de dire. Corda, c'est déjà difficile. Hein, et ça arrive assez tôt dans le tournoi. Et oui, bien sûr, il fallait aller les gagner, les premiers matchs. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que pour moi, depuis la fin de saison dernière et le début de saison, Sinner était passé devant. D'ailleurs, ça se voit en termes de classement. Mais Sinner était passé au-dessus, même tennistiquement. Je le sentais plus en confiance, de plus en plus solide, un peu à la Djokovic. Oui, on se disait, dominait lui aussi ses matchs. finalement, c'est peut-être moins spectaculaire, mais voilà, c'est extrêmement solide. Il rate pas grand-chose. Et Alcaraz semblait être un peu dépassé. Et je pense que ce Roland-Garros va de nouveau changer beaucoup de choses. D'abord parce qu'il l'a battu en demi-finale, et aussi parce que il regagne en Grand Chelem finalement, comme Sinner. Là, il y a c'est trois. quand même les deux jeunes de la nouvelle génération qui viennent de gagner les 2 premières levées du Grand Chelem. Ça peut rééquilibrer les choses pour la deuxième partie de saison. Ça peut mentalement, surtout, je pense,
parce que tennistiquement, je pense que si Sinner est au point physiquement, il bat Alcaraz sur cette demi-finale. Ah bah, il était largement au-dessus. Il était au-dessus. Au début, Le premier set, il n'y a pas photo entre les deux. Il n'y a vraiment pas photo. Et je pense que malheureusement pour Sinner, sa blessure était plus importante que celle d'Alcaraz, dans le sens où lui, quand on est blessé à la hanche, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas faire des courses, on ne peut pas se préparer vraiment physiquement. Alcaraz, il avait mal au bras, certes, alors donc pour frapper dans la balle, c'est difficile, mais par contre, en termes d'endurance physique, en termes. Ça, il y avait plus de solutions pour masquer cette faiblesse-là. Il pouvait l'entretenir. C'est une bête, ça dit Zverev. Voilà, exactement, c'est une bête. Pourtant, Zverev, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, je pense que Sinner, dans des conditions un peu plus normales, passait. Mais ça, c'est encore une fois, c'est du tennis fiction. Et on ne le saura jamais. En tout cas, il s'est prouvé une chose, c'est qu'il pouvait gagner à Roland-Garros. Sinner. Exactement. Oui, bien sûr. Et ce qui a été prouvé aussi, c'est que ces deux-là vont très probablement, comme Federer, Nadal et Djokovic, tout le temps repousser leurs limites et être obligés de se faire progresser l'un l'autre, et que donc le niveau va certainement monter, et que ça me fait un peu peur pour les autres joueurs. Ça va nous faire la transition vers notre débat, mais avant, on va quand même écouter l'analyse d'Alex Correggia, le compatriote d'Alcaraz, sur la victoire de ce jeune prodige. Pour moi, c'est le plus dur. Parce qu'à Roland-Garros, il faut être beaucoup de patience. Et ça marche seulement si tu frappes bien la balle, ou si tu joues comme gagnant, ou si tu fais un bon amorti. Il faut être là 7 jours, 5-7, tout le temps. Beaucoup de changements de tout. Il fait vent, il pleut, tu joues avec les toits, un autre jour tu plais avec beaucoup de chaud. Et il faut que tu trouves la solution, il faut souffrir. Il ne faut pas seulement avoir la sensation de frapper la balle très fort et il va gagner les matchs. Non, parce qu'ici, le cours, la chiatrie, c'est tellement grand que tout le monde il peut avoir une bonne défense aussi. Et ça veut dire que c'est jamais facile de trouver la solution pour gagner les points. Et si tu n'as pas la patience et la consistance, c'est impossible. Et je crois que son jeu en cours rapide, il est un peu plus vite, il peut faire coup gagnant un peu plus facile avec son service, son retour. Mais ici, il faut souffrir. Et lui a un jeu que c'est un peu différent de les autres parce que les autres, des fois, ils jouent un peu predictable tout le temps. Mais si tu joues un peu un jeu différent comme lui, c'est difficile pour les adversaires aussi parce que tu ne sais jamais quel truc il va trouver. C'est un petit peu magicien qui est là et il dit « Oh, j'ai ça ici, j'ai ça de l'autre côté ». Et ça, ce n'est pas facile pour les adversaires. Ça, je crois qu'il faut trouver la consistance pour lui, mais ça va être un joueur qui, pour moi, il va gagner beaucoup de grands chelems. Alors vous savez qu'Alex, un petit cachotier, parce que là, il vient de nous dire qu'il faut savoir souffrir. Qu'est-ce qu'a dit Carlos Alcaraz en conférence de presse juste après la finale ? Quand tu lui as posé la question, les médias espagnols, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour aller gagner ce match ? Vous étiez mené de 7-1, et il dit il faut, sur ce genre de match, à savoir souffrir. Et c'est ce que j'ai fait sur ce tournoi. Est-ce que c'est notre Alex Correggia qui allait lui souffler la chose au cours d'une interview ou quelque chose ? On a l'impression. Alors, soit c'est l'un qui a soufflé à l'autre, soit l'autre. Mais je pense qu'Alex a peut-être dit un petit mot à Carlos Alcaraz pendant le tournoi, sachant qu'ils sont proches avec Ferrero et qu'ils sont, ils sont quand même assez proches. En tout cas, c'est exactement ce qu'a dit. C'est bien résumé. C'est bien résumé parce que c'est exactement ce qu'a dit le joueur. Il a dit il faut savoir souffrir et pour aller chercher des victoires. Et c'est peut-être ce que j'ai su mieux faire que les adversaires sur les 2 derniers matchs en 5-7 totalement. On l'associe à Nadal parce qu'il est espagnol et parce que c'est un peu l'héritier du coup pour le pays. Mais lui, il a toujours dit que son idole quand il était jeune, c'était Roger Federer. Vous l'avez zappé dans la vidéo Oui, d'ailleurs. j'ai coupé. Mais effectivement, la troisième question, c'était ton idole et c'était Roger Federer. C'est une belle synthèse des 3 monstres. C'est logique parce que vous qui êtes le sosie de sa maman, vous êtes aussi, c'est aussi Federer, votre idole. Donc voilà, c'est vraiment tout ça se recoupe. Hein. Tout a eu de raison. On a vécu pendant ce Roland-Garros un petit peu la fin d'une ère, une passation de pouvoir. Tu en as parlé, Bertrand, les 2 premiers grands chelems, ce sont les 2 jeunes, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui les ont remportés. Pour la première fois, surtout depuis 2004, il n'y avait aucun manque du Big Three qui était qualifié pour les quarts de finale. Ça, c'est une stat qui est incroyable. Et même entre 2005 et 2023, il y avait toujours l'un des 2 en finale. Donc, soit Federer, soit Nadal, soit Djokovic. Parfois les 2, l'un des 3. Surtout l'un des 2 plus récemment avec la retraite de Federer. Et il y a eu cette bascule qui s'est faite avec donc, le forfait de Djokovic,
qui offre le trône de numéro 1 mondial à Yannick Sinner. Et puis en plus, il rétrograde. Djokovic, il passe 3e. Et là, c'est qui les 2 premiers? C'est Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. On y est à ce début de la nouvelle ère? Je pense. C'est l'effet du temps. On ne peut rien contre le temps. C'est l'adversaire principal. Ça a été l'adversaire principal du Big Three, en fait. Parce qu'ils ont tout dévoré. Mais le temps fait son œuvre et Novak Djokovic, il est comme tout le monde, il vieillit, il a le corps qui grince un peu de partout. Se blesser au ménisque, c'est souvent une blessure d'usure. Maintenant, est-ce qu'il va s'en remettre? Il faut avoir des dons de divination pour le savoir. Oui, c'est pas la question. C'est pas forcément très sérieux. Peut-être qu'il sera rétabli. On en doute pour Wimbledon, mais peut-être qu'il sera rétabli pour les Jeux. On lui souhaite d'ailleurs. On le souhaite aussi. Parce que c'est objectif majeur pour lui. C'est ce qui lui manque, la médaille d'or olympique. Mais c'est vrai que on arrive à une période où les jeunes prennent la relève et heureusement, il fallait que ça arrive et je pense que... Ça fait 10 ans qu'on dit que les jeunes vont prendre la relève. Voilà, exactement. Mais là, on a une génération qui est plus capable de le faire. Il était temps que ça arrive, mais ça arrive parce qu'il y a 2 joueurs exceptionnels. Exactement. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de l'ATP sur... tous les anciens numéros 1 pas tous, mais une bonne partie, effectivement, qui félicite. Alors dedans, il y a Medvedev, qui n'est pas très lucide, parce que lui, il dit que c'est mérité parce qu'il a dominé depuis 365 jours. Ça, c'est pas vrai, parce que Novak Djokovic a gagné 3 grands chelems l'année dernière sur 4, donc c'est pas vrai. Mais en revanche, depuis la fin de l'année 2023, il a perdu le Masters, mais il l'avait quand même battu une fois, il l'a battu une 2e fois en Coupe Davis, ils ont gagné la Coupe Davis et l'Italie, et ensuite, depuis le début de saison, il n'y avait pas photo. Effectivement, c'est Yannick Sinner qui domine. Donc, oui, c'est mérité pour lui d'être numéro 1. Je trouve que c'est le meilleur joueur de tennis depuis le début de la saison. D'ailleurs, encore une fois, la demi-finale face à Alcaraz, c'est physiquement qu'il a coulé, mais au niveau tennistique, il était un peu au-dessus, il était quand même bien au-dessus, même au début du match. Il a progressé dans tous les domaines. Quand je dis qu'il s'est Djokovic, je trouve que c'est de plus en plus le cas, parce que même en retour de service, il a énormément progressé. Service et retour. Le retour, il devient un peu comme Djokovic, il relance toutes les premières des adversaires. Et puis, il est d'une solidité incroyable dans le jeu, il joue des bonnes zones, etc. Il est rapide, il couvre bien son terrain. Donc, c'est pour moi peut-être le meilleur joueur de tennis le plus complet actuellement. Pas le plus complet. Alcaraz est très complet, mais il y a un peu plus de fautes, etc. Pour l'instant, il a été moins consistant depuis le début de l'année. C'est une question de niveau moyen. Mais ils vont probablement se succéder. Un petit peu comme l'ont fait à leur époque les 3 grands, c'est de se pousser vers le haut aussi. Même si la demi Sinner-Alcaraz n'a pas atteint le niveau qu'on pouvait attendre par rapport à leurs précédents affrontements. C'est ça aussi peut-être la différence. On en attend beaucoup de cette nouvelle génération sur le niveau de jeu. Comme par hasard, Djokovic disparaît du tournoi. Et la nervosité s'empare de ceux qui sont encore là. Pourquoi ? Parce que tout est possible. Oui, parce que justement la route s'ouvre, le titre est envisageable. Finalement, ce qu'on disait avant les demi, il est envisageable pour les 4. C'est rare de se dire ça. Les 4 joueurs peuvent gagner le tournoi. Et on l'a senti, parce qu'il y avait quand même beaucoup de nervosité en demi-finale, et il y avait énormément de nervosité en finale. J'ai rarement vu ça, honnêtement, dans une finale de Grand Chelem. En plus, quand on est au bord du court, c'est vraiment palpable. Mais, il n'y en a pas eu tant que ça, des finales en 5-7 à Roland-Garros. Elle n'était pas d'un bon niveau, cette finale, il ne faut pas se mentir. C'est pas une finale d'un bon niveau tennistique. Il y a eu de bonnes séquences, mais... Il y a eu de bonnes séquences, mais dans l'ensemble... Notamment la fin du 3e set. La fin du 3e set était un peu meilleure. Mais au niveau du scénario, c'est... Mais quand tu commences une finale par 2 doubles fautes, ça dit beaucoup de choses, quoi. Elle a valu par le suspense, mais c'était pas un bon match de tennis. Mais donc ça prouve aussi que ça devient ouvert. Si les membres du Big 3, notamment Djokovic, qui en a gagné 3 l'an dernier, ne sont plus là, ça devient ouvert et ça rend nerveux les potentiels vainqueurs. Alors ce sera peut-être moins beau dans le jeu, mais du coup ça va rendre ça peut-être plus intéressant à suivre. Alors moins beau dans le jeu, c'était là, parce que je pense que on a tous vu le Alcaraz senior de l'US Open 2022 avec un Alcaraz plus insouciant, le potentiel est là. Plus insouciant, parce qu'il n'avait pas encore justement cette histoire d'aller chercher un 3e grand chelem à 21 ans. Maintenant il aime souffrir et il sait mal jouer pour gagner. Exactement. Et ce match-là, c'est un quart d'abord contre Sinner, c'était un quart de finale, pas une finale, mais c'était un match absolument fabuleux en termes de niveau de jeu. Donc Alcaraz et Sinner, ils vont nous offrir des matchs absolument fabuleux dans les années à venir. Simplement, sur ce Roland-Garros, je pense que c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène qui n'a pas eu un gros niveau de jeu sur les derniers matchs. Mais dès Wimbledon, si ça se trouve, on va avoir des matchs de folie. Et puis, il ne faut pas tout fantasmer.
C'est-à-dire que le Big Three, il y a eu des matchs à sens unique. Ah il y a bah eu oui, il y des a eu finales de mauvais matchs. Roland-Garros entre Nadal et On se souvient du et pauvre Federer Roger qui était Federer pas en terrible, 2008, c'était terrible. On se souvient du pauvre Novak Djokovic en 2020, c'était On assez se souvient terrible. du pauvre Nadal en finale d'Australie en 2019, Bien contre sûr, Djokovic bien aussi sûr. balayé. Hein, donc, Exactement. Oui, oui, il n'y a pas eu que des... Il n'y a pas eu que des chefs-d'œuvre entre les trois, mais c'est vrai qu'en fait, c'est surtout sur le côté mental. Les trois étaient quand même... Il y avait une assurance de ce point de vue-là. Et cette toujours capacité là. à se maintenir Toujours là. au plus Même haut quand niveau il en se fait- permanence. Là, même- on voit des sautes de concentration C'est ça. et plusieurs semaines, plusieurs mois pendant C'est lesquels ça. ils vont moins bien jouer, physiquement aussi où ils sont absents. Ouais, mais oui, chez eux, mais Alcaraz, Sinner, si on regarde dans le Grand Chelem, là, il n'y a pas beaucoup de couacs, hein, ça ne s'arrête pas Oui, avant l'écart. c'est quoi, vrai, hein. Si Sinner, la dernière fois, c'est en 8e, l'an dernier à Roland Garros, mais depuis un an, c'est plus du tout le même joueur. Il a C'est même même avant, joueur. je crois. Je crois que c'était 3e tour contre troisième Altmaier. tour. Altmaier, ouais. Ouais. Troisième tour. Ouais. Mais en tout cas, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que ils nous ont déjà offert beaucoup, Alcaraz et Sinner, et ils sont très jeunes. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'à l'avenir, ils ne nous offrent pas du spectacle. Et puis ce qui est intéressant dans ces demi-finales et cette finale plus humaine, c'est qu'on voit des trucs plus normaux. En fait, on a été Mais habitués c'est ça, à la on a été- normale. On a été trop mal habitués à la habitués. et je dois dire une chose. J'étais quand même... Enfin, ça m'a plu d'assister à une finale où on ne savait pas ce qui allait se passer. Ah ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, on a parlé, ça quoi, 20 ans qu'il y avait le Big 3 en finale. Bah, regardez la dernière, il y a 20 ans, c'était quoi? Gaudio-Coria. Et ça a été un match dingue. L'enfer. Ça a été un match dingue. Oui, Coria. ça avait été un oui, dans match, le scénario, oui. Et 8-6 au 5e. Ah non, c'était un super match. Hein. C'est une des meilleures finales de Roland Garros qu'il y a eu. En termes de suspense, c'est de tout. dramaturgie C'était aussi, incroyable. Ouais, ce match. niveau de jeu, il y a eu aussi des Oui, petits c'est trous vrai d'air que des deux c'était- joueurs. Ouais, oui, mais c'était fou. C'était un peu comme Ouais. celle-ci. Bah, et après, il y a eu une longue traversée du désert avec Bah, après, il y a eu 14 Nadal. titres de Nadal. Même si, évidemment, on a assisté à Ah oui, ça avec beaucoup de plaisir. Bertrand parlait de la finale Nadal-Ferrer. J'ai envie de parler de la finale Nadal-Rudd il y a 2 ans. Ouais. On voyait Rudd livide avant même de rentrer sur le court. Et on savait qu'il avait perdu avant même. Il Mais a suffit pas que le droit l'autre de gagner, saute notre devant Nadal. lui et c'est Voilà, fini, dans son quoi. contrat C'est dans son à contrat. l'académie. là, donc, Mais voilà, il jouait son idole et c'était trop compliqué. Là, on a assisté à quelque chose de particulier, pas d'extraordinaire niveau qualité de jeu. Évidemment, moi, mon match all-time, ce sera toujours Federer-Djokovic à la demi-finale en 2011, qui était stratosphérique en termes de niveau de jeu. Mais on a assisté à autre chose, à quelque chose qui nous a pris. On a été pris dans ce match quand même, malgré les errances, malgré les fautes, malgré la tension. Bah, ça ça promet. n'a pas bougé pendant les 4 heures et je ne sais plus combien de minutes du match. Même pas Malgré pour le s'hydrater. froid. Pas du tout. Assez hydraté, j'avais pris avant. J'avais pris de quoi Presque en tribune de presse, avec l'ombre. Non, mais j'avais la petite Sky, veste. hein. Ouais, mais Ouais. j'ai de l'expérience. De toute façon, c'est un peu caillé pendant cette quinzaine. 28e Roland Garros consécutif accrédité, j'ai l'expérience. Ouais. Maxime, c'est là qu'il faut progresser C'est vrai, encore. c'est vrai. Eh Là, oui, je faut l'ai- progresser. mais oui, mais Là, je l'avenir suis- lui appartient. Arriver en polo à Paris, dans une tribune qui est à l'ombre, non. C'est l'expérience. Tu vois, il y a encore, Expérience, on a encore beaucoup de choses à Il ira apprendre. moins froid en finale un jour aussi. ouais. Je suis vert. Pour finir, pour se faire plaisir, peut-être, je vais vous demander à tous les deux de me donner votre match préféré de cette quinzaine. On a sans doute un peu évoqué en filigrane tout au long de ce débrief. Moi, je reviens au tout début du tournoi. Voilà. Mon match préféré, On n'en ça a pas encore trop parlé a de celui-là. été un autre match où je suis resté de A à Z en tribune de presse, c'est le Nadal-Zverev. Je peux vous dire qu'il était très attendu. Jamais vu une tribune de presse aussi bondée pour un premier tour à Roland-Garros. Jamais vu le central aussi bondé pour Et voilà. un match. C'était vraiment à cette le heure-ci. match attendu. Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'il a tenu ses promesses, même si ça a fait 3-7, parce que Nadal a rejoué un niveau très intéressant sur ce match. Il a eu la malchance de tomber sur l'un des 2 meilleurs joueurs du tournoi. Exactement. Comme ça, la suite l'a prouvé. Et peut-être même le meilleur sur terre battue de ce moment de la saison. Il Oui. a gagné Rome et on a vu en finale qu'au niveau de jeu, il était légèrement au-dessus d'Alcaraz. Donc, vraiment pas de chance. Et Nadal, il y a eu match. À part le début de match où il était vraiment les 3 premiers jeux, il était à l'envers. Il est vite rentré dans cette partie. Ensuite, il a fait jeu égal, je trouve, avec Zverev. Alors, il y a évidemment sur les courses vers l'avant, etc., il y a des moments où c'était un petit peu difficile, mais je pense, et on se l'est dit tout de suite, et je pense que tout le monde l'a dit, il aurait battu probablement N'importe qui. plus de d'autre. 90% des joueurs du tableau dans ce premier tour, et aurait pu peut-être C'est dommage, aller quand même. en deuxième semaine. C'est dommage ce tirage au Ce sort, tirage. mais pour moi, ça a donné justement peut-être le meilleur match en Et termes de ça a qualité. bien lancé Zverev aussi. Et ça a bien lancé Zverev, bien sûr. Maxime, toi Alors, j'avais parlé de mon coup de cœur pour Swiatek Osaka, mais je vais parler d'un autre match. Je vais parler de Djokovic-Musetti. Alors, on connaît les polémiques qu'il y a eu autour de ce match, notamment de son départ tardif à 22h50, je crois, la première balle. première balle jouée, ouais. 52. 22h50.
Bon, c'est vrai que la programmation aurait pu faire mieux, mais je vais m'attarder sur le... C'est à cause de la pluie aussi. C'est à cause de la pluie, c'est vrai. Je vais m'attarder plus sur le niveau de jeu. J'avais pas revu Musetti jouer comme ça depuis peut-être 2 ans, enfin 3 ans, quand il avait affronté justement Djokovic en 8e de finale à Roland-Garros. C'est un joueur fait pour ça, fait pour les grandes scènes, fait pour faire le spectacle. Oui, il joue jamais aussi bien contre les meilleurs. Il joue jamais aussi bien que contre pour ça. les meilleurs, ouais. Et moi, je dois avouer que parfois le tennis de Djokovic, qui est très maîtrisé, me frustre un peu, mais quand il affronte un joueur aussi t'es créatif... un romantique, t'as le revers à mais humain. oui, voilà, mais quand c'est l'Italie, c'est la Dolce Vita. Mais quand il affronte un joueur aussi créatif, il est obligé de se hisser à ce niveau de jeu de flamboyance, j'ai envie de dire, et ça donne un match... L'opposition de style est exceptionnelle. Un match superbe, et puis avec des émotions qu'il a rarement vécues à Roland-Garros. Il l'a dit, il a dit, c'est peut-être le plus grand match que j'ai joué ici. Avoir été soutenu comme il a été soutenu dans le 4e set notamment, ça a changé un peu son rapport au public. Alors, ça va peut-être changer aussi la phase de son tournoi, puisque finir à 3h du matin, quand tu as déjà le genou qui grince, c'était peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a causé sa blessure? Je pense que c'est un peu dur de dire ça, mais en tout cas, c'était un match pivot. Et c'est juste pour dire que même quand il n'est pas là, en fait, à la fin du tournoi, eh ben, Djokovic laisse quand même encore une empreinte importante dans un tournoi Grand Chelem. Et cet enchènement, Musetti puis Cerundolo ensuite, a marqué quand même la quinzaine. Ouais, c'est vrai. Et Musetti est papa. Et donc, ça va changer. Il va être plus fort. Cette paternité va le rendre plus mûr. Et il va avoir envie de gagner pour son fiston. Et vous allez voir qu'il va de nouveau progresser. Bah, c'est tout ce qu'on demande, nous, qu'il se hisse au niveau des 2 autres dont on a parlé, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz. Ça, c'est pas gagné quand même. Non, mais bon, en tout cas, c'est c'est beau de le voir évoluer à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a été en difficulté ces derniers mois, Lorenzo Musetti. Et toi, ton match, Anne, c'est quoi alors? Et ben moi, j'ai adoré, puisque tu l'as évoqué, le Swiatek Osaka, quand même. Parce qu'on n'attendait pas forcément Osaka à ce niveau-là, parce que c'est chouette de la revoir jouer comme ça, surtout sur terre battue, et que ça promet pour la suite. Ouais, non. Libéré. Et le scénario est beau de ce retournement de situation. Et puis j'ai bien aimé ses mots aussi après le match. C'était un des matchs que j'ai pu voir en entier quasiment, surtout pendant cette quinzaine, donc j'ai apprécié aussi. Mais... Moi, je trouve qu'en termes de constance dans la qualité de jeu, c'est le meilleur match du tournoi, hommes et femmes confondus. Donc, je pensais que tu allais choisir le match de Carreño Busta, qui est de retour sur le circuit, qui a un peu souffert physiquement, malheureusement, au premier tour, après avoir dominé son début de match, mais je vois que non. Peut-être une palette à venir. J'étais encore déçu. J'étais encore déçu, voilà. Et Bautista Agut non plus? Bon, bon. Non, mais voilà. C'est pas joué à grand chose. Tu m'avais quand même dit que ton match préféré de l'histoire de Wimbledon, c'était le Pella Bautista Agut, j'avoue que je suis resté du début à la fin. Ils font peur, ils font vraiment très très peur celui-là. Merci à tous les deux, Bertrand, Maxime, merci à Seb en régie, ainsi qu'à Nolwenn et Romain, merci à Quentin Guichard pour la préparation de cette émission. On a démarré... Alias Carlitos, c'est lui Carlitos, c'est lui qui progresse là. La mère et le fils, voilà. Et puis le Djokovic là, qui est en train de... Il a pris cher Djokovic. On a démarré cette émission avec les mots du jeune Carlos Alcaraz version 12 ans. On va la finir avec ceux du sage Roger Federer qui a adressé un très beau discours lors de son intervention au pupitre de l'université de Dartmouth. Il a livré quelques secrets de sa carrière et ces secrets qui lui ont permis de toujours croire en lui. On termine donc avec les mots de Roger Federer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. You accept it, cry it out if you need to, and then force a smile. You move on, be relentless, adapt and grow, work harder, work smarter. Remember, work smarter.